sommes le lundi 11 août, il est 18h ici à Paris, 19h à Gaza, vous écoutez bien RFI. Le journal en français facile. Diane Berger. 6 journalistes tués par une frappe israélienne à Gaza la nuit dernière. Parmi eux, Anas Al-Sharif, l'un des reporters les plus connus de l'enclave. Leur mort provoque la colère chez les Palestiniens comme à l'étranger. Nous écouterons le chagrin et l'inquiétude de Gazaouis venus rendre hommage à ces journalistes. La garde nationale déployée à Washington, Donald Trump, le président américain, affirme que la ville est envahie par des gangs. Il veut aussi chasser les sans-abri de la capitale. On fera le point sur la situation dans quelques instants. Et puis la mobilisation va reprendre en Guinée. Les forces vives appellent à manifester à partir du 5 septembre prochain. Cette coalition de partis politiques et d'organisations de la société civile dénonce le projet de nouvelle constitution des militaires au pouvoir. Les journalistes ne doivent jamais être ciblés en temps de guerre. C'est la réaction du Comité pour la protection des journalistes après la mort de 6 d'entre eux à Gaza, tués la nuit dernière par une frappe israélienne. L'ONU parle d'un meurtre par l'armée israélienne. Pour l'organisation Reporters sans frontières, c'est même un assassinat revendiqué. Parmi les victimes, l'un des journalistes les plus connu de Gaza, Anas Al-Sharif, 28 ans. Le correspondant de RFI à Gaza, Rami El-Megari, a suivi ce matin le cortège funèbre du journaliste et de ses collègues. Récit avec Justine Fontaine. Dans le cortège, Mohamed a tenu à venir saluer la mémoire des journalistes tués et en particulier rendre hommage au travail d'Anas Al-Sharif qui avait été menacé plusieurs fois par l'armée israélienne. C'était la voix de la vérité. Il la faisait entendre au monde entier. Mais cet acte ne fera pas taire les faits. D'autres voix émergeront pour raconter le génocide en cours contre le peuple de Gaza. L'armée israélienne reconnaît avoir visé le journaliste et soutient qu'il faisait partie de la branche armée du Hamas, ce qui révolte Mustafa Jaour, reporter pour le média palestinien Al-Yom News. Ces accusations sont fausses. Les journalistes tués en faisant leur travail sont des civils. Les forces d'occupation cherchent juste à passer leur message sous silence. Farah Hassan travaille, elle, pour une chaîne de télévision algérienne. Elle se sent plus menacée que jamais. Anas racontait l'assassinat d'enfants et de femmes à Gaza, les morts provoquées par la famine. Moi, je ne me sens plus en sécurité en faisant mon travail. Je pourrais être visée à tout moment. D'après Reporters sans frontières, depuis octobre 2023, près de 200 journalistes ont été tués à Gaza. Justine Fontaine avec Rami El-Megari, correspondant de RFI à Gaza. Un graffiti fait polémique à Jérusalem. Il y a une Shoah à Gaza. C'est le contenu du message qui a été tagué en hébreu à la bombe de peinture sur le mur des Lamentations, un site religieux sacré du judaïsme. La même inscription, le même message a été inscrit également sur une façade de la grande synagogue de Jérusalem. Des politiciens israéliens de tous bords dénoncent ce tag. Emmanuel Macron critique les projets militaires du gouvernement Netanyahou. Le président français dénonce, je cite, une fuite en avant dans la guerre permanente. L'armée israélienne compte prendre le contrôle de la ville de Gaza, puis de l'ensemble du territoire palestinien. À la place, Emmanuel Macron propose une mission des Nations Unies pour lutter contre le terrorisme, soutenir la population et mettre en place une gouvernance pacifique et stable à Gaza. Le journal en français facile. En français facile. Vous écoutez bien RFI, il est 12h04 à Washington, où Donald Trump vient de prendre une mesure radicale, une mesure forte. Le président américain annonce en effet le déploiement de la garde nationale de l'armée dans la capitale des États-Unis. La police de la ville passe également sous son contrôle. Le président américain assure que Washington est envahi par des gangs violents et déjà ce week-end,
week-end, il voulait chasser de la capitale tous les sans-abri. Pour en parler, nous sommes avec Nemo Lecoq-James. Bonsoir Nemo. Bonsoir. Il faut souligner que des agents du FBI ont déjà été déployés à Washington la nuit dernière, avant même les annonces officielles de ce lundi donc. Oui, ils étaient près de 120 agents à patrouiller dans les rues de Washington, mais ce lundi, Donald Trump est allé encore plus loin. Le président a décidé de mobiliser les militaires de la Garde nationale, une mesure exceptionnelle, mais surtout, il a annoncé placer la police de Washington sous son contrôle. Pour Donald Trump, Washington serait devenue l'une des villes les plus dangereuses du monde. Pourtant, les chiffres du ministère de la Justice disent le contraire. En 2024, les taux de criminalité enregistrés à Washington sont les plus bas depuis 30 ans. Alors pourquoi est-ce que le président américain est-il si obsédé par la sécurité et la capitale ? Eh bien, parce qu'il veut renforcer son pouvoir sur la ville. En fait, Washington a un statut particulier. Historiquement, parce que c'est la capitale, elle n'est pas sous l'autorité d'un gouverneur et d'un État comme les autres villes américaines, mais elle est sous l'autorité du Congrès, l'organe législatif du gouvernement. Lutter contre une soi-disant hausse de la criminalité pour Donald Trump est donc une manière d'exercer son influence sur la ville. La maire démocrate de Washington a réagi, elle, et annoncé qu'il n'y avait pourtant aucune hausse de la criminalité observée dans la capitale. Nemo Lecoq-James du service international de RFI. Merci beaucoup Nemo. Donald Trump qui va rencontrer Vladimir Poutine, le président russe, vendredi pour parler de la guerre en Ukraine. À l'approche de cette rencontre, le chef d'État américain se dit aujourd'hui contrarié par l'attitude de Volodymyr Zelensky, le dirigeant ukrainien qui refuse de céder des territoires à Moscou en échange de négociations pour la fin du conflit. Volodymyr Zelensky a redit plus tôt ce lundi qu'il n'était pas envisageable pour lui de faire des concessions à la Russie, autrement dit de lui donner des parties de son pays, car je cite le président ukrainien, les concessions ne persuade pas un tueur. C'est acté. Les forces vives de Guinée annoncent reprendre les manifestations à partir du 5 septembre prochain. À Conakry, la capitale du pays, mais aussi dans d'autres villes et à l'étranger. Cette coalition, les forces vives de Guinée, est composée de partis politiques et d'organisations de la société civile. Et elle a donc publié un communiqué tard hier soir pour s'opposer à la conduite actuelle de la transition par les militaires au pouvoir. Concrètement, les forces vives rejettent le projet de nouvelle constitution porté par la junte. Ils l'accusent d'être fait pour le maintien de Mamadi Doumbouya au pouvoir, 4 ans après la chute de l'ancien président Alpha Condé. Écoutez, à ce sujet, Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC et membre du comité de pilotage des forces vives, il dénonce la situation générale en Guinée et il promet une grande mobilisation. Nous sommes opposés à la candidature de Mamadi Doumbouya. Nous sommes pour le respect de l'engagement qu'il a pris devant le peuple de Guinée à ne pas être candidat aux élections présidentielles. Donc, il y a tant d'autres situations, la gabegie financière, la corruption galopante qui est érigée en mode de gouvernance de ce régime. Nous avons nos amis, nos camarades qui sont victimes de disparitions forcées depuis plus d'1 an maintenant. Ça, c'est une situation qui attire notre attention et qui fâche les Guinéens dans leur majorité aujourd'hui. Mais je pense que, et vous allez l'observer, si la junte n'oppose pas les armes aux citoyens qui souhaitent manifester, je vous assure, nous, en tant que force vive, nous sortirons plus d'1 million de Guinéens à Conakry et à l'intérieur du pays. Ibrahima Diallo du FNDC, membre des forces vives de Guinée. Une centrale nucléaire française est à l'arrêt pour cause de méduses. Oui, à cause de ces animaux aquatiques gélatineux que l'on retrouve normalement dans les mers et les océans. Selon EDF, la compagnie d'électricité en charge de la centrale, un nombre important de ces animaux a été retrouvé dans les stations de pompage de l'eau du site de Gravelines. Ces stations de pompage, ce sont des infrastructures qui permettent de refroidir les réacteurs. Le redémarrage est prévu pour l'instant pour jeudi prochain.
prochain. Il est maintenant 16h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal en français facile. Vous pouvez le retrouver sur françaisfacile.rfi.fr.